Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on se retrouve du coup une semaine après l'hommage qu'on avait essayé d'adresser à Robert Badinter. La dernière fois, on avait réalisé un podcast qui consistait à réécouter l'intégralité du discours de septembre 81 en soutien au projet de loi sur l'abolition de la peine de mort. Je suis très content qu'on ait pu faire cette vidéo. Alors, je pense que c'est le podcast le plus long de la chaîne, puisqu'il fait près de 2 heures et demie. Mais je trouve que c'était à la fois pertinent de réentendre l'homme face à l'auditoire qui était l'Assemblée nationale, et je trouve que les apports, voilà, les échanges qu'il avait pu avoir à cette occasion, qui peut être technique ou historique ou que sais-je encore, a été assez pertinent. Il faut que le podcast, ouais, je suis assez content de sa qualité. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas déjà écouté, hein, je vous invite à vous rendre du coup sur la chaîne YouTube des villes du droit pour voir exactement ce qui en retourne de ce podcast, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments sur la peine de mort qu'on ne voit pas tant que ça et qui étaient bien présents pourtant en 81. Bon, aujourd'hui, ben, le sujet qui avait normalement été annoncé pour la semaine dernière, à savoir du coup cette fameuse confrontation entre la coutume locale des Pyrénées et l'avènement d'un droit civil positif par la venue du Code civil durant tout le 19e et tout le 20e siècle. Alors, dit comme ça, le sujet a pas l'air incroyablement folichon, et pour autant, je trouve que c'est un très beau sujet de droit, où justement, il va être question de s'intéresser à l'histoire de la Cour d'appel de Pau, qui n'est pas n'importe quelle Cour d'appel, quand même, euh, bon, outre les proximités naturelles que je peux avoir avec celle-ci. Pour moi, je relève autant que je relève pour moi de la Cour d'appel de Toulouse. D'ailleurs, je me sens même plutôt d'un point de vue de proximité culturelle, je me sens peut-être plus proche des Palois que des Toulousains, même si j'en suis un. C'est que au-delà de cette histoire et de l'aspect technique extrêmement juridique relevé évidemment ce sujet-là, c'est en fait simplement la confrontation entre ce qui se fait, ce que les populations décident de faire, et ce qu'on décide finalement de leur imposer dans le souci des rationalités, mais également de justice, de prévoyance, de sécurité juridique, etc., depuis la capitale. Et ce d'autant plus que la cour d'appel de Pau, c'est l'une des plus éloignées justement de Paris, géographiquement, et c'est en France métropolitaine, hein, s'entend, hein. On pourrait effectivement avoir le même sujet, mais ça ne serait pas traité de la même manière. Mais on pourra aborder en fait cette question-là également vis-à-vis de juridictions, des cours d'appel, qui sont justement en dehors du territoire métropolitain. Mais là, on va dire que le droit coutumier a une toute autre importance. C'est-à-dire contrairement au code civil qui admet certains usages, etc., sous sa gouverne, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou dans les Antilles, etc., ce droit coutumier-là, il a un impact procédural directement. Il est reconnu comme source de droit positif. Donc la confrontation n'est pas la même. Ça sera un sujet tout à fait intéressant, mais c'est celui qui a, c'est la confrontation qui a animé l'histoire de la Cour d'appel de Pau. Là, c'est un autre sujet parce que sur le territoire métropolitain, c'est là où on joue à plein et à balle la République une et indivisible. Alors même que le territoire qu'avait à gérer et qui a toujours à gérer la Cour d'appel de Pau, il est extraordinairement varié d'un point de vue culturel. Les habitants du pays de Tarbes et de Lourdes, des Hautes-Pyrénées, ne sont pas ceux qui correspondent au Béarn, hein, ou encore au Pays Basque. On a vraiment des identités culturelles très fortes et avec des vies économiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc forcément, je dirais que y a-t-il en France des ressorts de cour d'appel qui sont à peu près homogènes? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le ressort de la cour d'appel de Pau, lui, c'est pas du tout un territoire homogène. Et donc, je trouvais intéressant, mais j'en avais déjà parlé à l'occasion d'un live, de s'intéresser à ce sujet-là. Et peut-être vous me direz, si vous êtes friand de ce genre de questionnement, mais là, on va vraiment dans du droit, dans de l'histoire du droit, moderne et contemporaine, qui pour moi, voilà, on est dans le dur, et ça révèle quelque chose de notre rapport au droit. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire
à l'occasion de ces podcasts. Et au-delà de la question juridique, de l'aspect technique de tel régime juridique, etc., c'est quel est notre rapport sociétal à la norme. C'est un peu ça que j'essaie de questionner. Et précisément, je trouve que ce sujet y répond parfaitement. Donc, pour y répondre, je me suis basé exclusivement, d'ailleurs je vais en faire la lecture, sur un livre qui s'appelle Les cours d'appel, Origine, Histoire et enjeux contemporains. Voilà, ce bouquin-là, c'est mon beau-père qui me l'a offert parce que il avait bien ri. Très souvent, quand je me balade dans un coin de France que je ne connais pas, je demande spontanément à ce qu'on puisse me montrer le lieu où siège la cour d'appel. Parce que je trouve que c'est souvent des bâtiments qui traduisent aussi d'une histoire. Et la cour d'appel de Toulouse n'a pas la même tronche que la cour d'appel de Colmar, et n'a pas la même tronche que la cour d'appel de Rennes. Ce sont souvent d'anciens palais qui ont pu servir à des parlements d'anciens régimes. Donc je trouve que ça traduit quelque chose, et ça m'a beaucoup fait rire, et du coup de manière très sympathique et non sans un certain humour, voilà, il m'a offert littéralement un bouquin sur les cours d'appel. Alors, c'est un bouquin qui, justement d'ailleurs, dénonce un peu l'aspect, plutôt le manque de travaux historiques qu'il y a sur les cours d'appel. Alors que c'est un peu là où je comprends quand même la société. Pour moi, dans les cours d'appel, siègent les meilleurs juges du pays. Parce que c'est vraiment eux qui sont en charge non seulement de rejuger certaines affaires, de voir si ça a bien été appliqué, de faire un petit peu le lien avec la Cour de cassation et les juridictions locales. Donc ils sont quand même dans une position intermédiaire qui n'est pas évidente, qui suppose un haut degré de compétences. Mais de surcroît, c'est aussi eux qui, d'un point de vue administratif, vraiment chapeautent tout le ressort. Donc, et il y a un ressort qui peut être immense. Donc quand même, c'est pas rien les juges qui sont là. Et donc, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. L'article qui va nous intéresser s'intitule La cour d'appel de Pau et la coutume de la défiance à la reconnaissance. Et c'est un article qui a été écrit par Jean-Pierre Aline. Alors, je m'empresse de préciser, ce bouquin-là, donc, il a été publié aux presses universitaires de Rennes. Justement, on parlait justement du Parlement de Rennes. Et c'est un bouquin qui date de 2016. Bon, de toute façon, dans ce type de secteur de recherche universitaire, je ne trouve pas qu'il y ait énormément d'actualité. Donc on va considérer que ce bouquin-là, malgré le fait qu'il ait 8 ans aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on a fait de plus récent en la matière. Donc voilà, écoutez, je vous en propose du coup pour ce live d'en faire lecture. Voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas bouquiné. C'est comme ça qu'on avait commencé les lives en novembre, et on retourne un petit peu ces habitudes-là. Et puis voilà, écoutez, si vous avez des questions, je reste attentif au chat, évidemment si vous avez des questions en commentaire par la suite, lors de l'envoi du podcast sur YouTube, évidemment on sera attentif à ça. Alors on est parti, la cour d'appel de Pau et la coutume de la défiance à la reconnaissance. Malgré la mine de renseignements que constitue le compte général de la justice en France, disponible depuis les années 1820, et qui a permis à Bernard Schnapper, voilà, à chaque fois je ferai des petites précisions, c'est un professeur d'université de Poitiers qui nous a quittés en 2008, donc il a permis à ce monsieur Schnapper d'esquisser une géographie de la litigiosité en France. On ne sait pas grand-chose de la sociologie, voilà, on évoquait la question de la sociologie, et surtout des tendances jurisprudentielles de chaque cour d'appel, pas plus d'ailleurs que de celles des cours d'assises qui n'ont été étudiées que dans leur genèse politique. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit rappel, justement, la constitution des cours d'assises. J'y bosse beaucoup en ce moment. Vous savez ici que je prépare une grosse série sur la Révolution française, et notamment ce qui caractérise les cours d'assises, c'est l'émergence des jurys révolutionnaires. C'est une institution qu'on a gardée depuis. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir, mais effectivement, les cours d'assises, on les voit surtout dans leur émergence politique face à l'arbitraire du pouvoir royal. On instaure un jury populaire par la cour d'assises. Et donc, que ce soit sur les cours d'appel ou les cours d'assises, on déplore qu'il n'y ait pas eu tellement de boulot de recherche sociologique. Les dossiers de notation des magistrats constituant les cours, disponibles tant au plan local qu'aux archives nationales dans les fonds de la justice, ont permis de disposer d'une image assez fidèle de ces juges, souvent notables locaux et encore très largement grands propriétaires. Si on connaît mieux aujourd'hui leur tendance politique, à l'évidence conformiste, grâce à l'analyse des discours de rentrée,
on ne sait que peu de choses sur leur conception de la ruralité juridique et de ses usages, dont ces magistrats demeurent pourtant partie prenante par leur propriété campagnarde et leur métier. Alors effectivement, là on évoque la question des discours de rentrée, un truc que peut-être que ceux qui m'écoutent ne savent pas. C'est inscrit dans le code d'organisation judiciaire que chaque année, les juridictions doivent organiser une rentrée solennelle. Voilà, d'ailleurs c'est même à la demande du ministère public, qui fait un réquisitoire en ce sens, et le président du tribunal judiciaire, enfin le président de toutes les juridictions, doivent y répondre, et notamment c'est l'occasion de faire un état des lieux. Et donc ces discours-là sont consignés, et ça permet quand même chaque année d'avoir une évolution des tendances. Et particulièrement au XIXe siècle, ça doit être intéressant d'avoir le retour extérieur. Franchement, ce serait intéressant de voir un discours de rentrée solennelle, je sais pas, en janvier 1848, qui souhaite longue vie au roi Louis-Philippe, et 2 mois plus tard, la monarchie du vice pète la figure avec l'avènement de la Deuxième République. C'est intéressant. On se rappelle que le Code civil a renvoyé explicitement aux usages locaux, mais sans les définir, dans des matières aussi importantes pour la ruralité que le métayage, les indemnités des fermiers sortants, ou encore la vaine pâture et le libre parcours, vitaux dans des zones de transhumance comme les Pyrénées, et éventuellement maintenus, selon les usages, par la célèbre loi du 6 octobre 1791. Alors c'est une loi qui instaure la police rurale, notamment, et qui essaye d'instaurer quelque peu les grandes règles des usages ruraux, qui a été qualifiée à tort de code rural. La méfiance envers une coutume figée par la loi a repoussé jusqu'à 1955 la rédaction d'un tel code. Le code rural n'apparaît qu'en 1955. Nous voudrions, pour illustrer la méfiance envers l'objet juridique mal identifié, qu'est la coutume mettre en parallèle les dispositions sociales des magistrats palois et leur jurisprudence des usages ruraux. Les recueils d'arrêts des cours sont très lacunaires, ainsi que l'a rappelé Laurent Soula. Alors c'est l'universitaire qui a publié une thèse, notamment sur les grands notables de 1840 à 1849, et qui nous a quittés en 2009, quelqu'un qui était professeur d'université à Bordeaux. Et donc, dans ses travaux, elle développe donc les tentatives de rédaction de recueils annuels à Pau, ainsi que des arrêts éparses aux archives municipales et à la commission syndicale de Soule, suggère néanmoins la méfiance dont ces notables judiciaires entourent les usages locaux, qui leur semblent heurter la conception individualiste de la propriété prégnante au XIXe siècle. Le recueil des usages agricoles des Basses-Pyrénées complète en 1869 le tableau d'une France des notables, pour reprendre la belle expression d'André-Jean Tudesque, qui a aussi travaillé sur la question des grands notables, d'abord attaché à l'ordre social dans les campagnes. Ça qui est intéressant, c'est que l'histoire du XIXe siècle français, elle a toujours été dans cette confrontation aussi entre la capitale, assez avant-gardiste, on pourrait essayer de la qualité de progressisme moderne, et le conservatisme des campagnes. Évidemment, ça se voyait au niveau politique. Hein. La République, c'était pas un fait campagnard, ça c'est clair. Hein. C'était plutôt dans les campagnes qu'on trouvait les tenants soit de la monarchie, voire plutôt du bonapartisme. Hein. Et ce sont des conceptions qui s'accommodent assez mal. L'idéal national s'accommode peu d'un respect de tradition locale. Hein, le bonapartisme, c'est une forme de jacobinisme républicain, mais plus autoritaire, par un seul homme. Pas vraiment l'ambiance de respecter les usages locaux. Hein. D'ailleurs, la Corse ne garde pas forcément un très très bon souvenir de l'administration française de Bonaparte. La Cour d'appel de Pau se distingue de nombre de ses consoeurs par une bonne connaissance des usages ruraux, en particulier pastoraux, qu'elle tient de la tradition foraliste de l'ancien Parlement de Navarre. Là, ouais, quand je parlais justement d'un territoire particulier, on dit de France et de Navarre, c'est-à-dire également la singularité de ce secteur-là dans la position française. Intéressant aussi. Usage endémique, bien particulier en raison de l'écosystème pastoral propre aux régions de montagne et qui explique l'ancienneté des instances coutumières de gestion des vallées et des pâturages d'été dans les Pyrénées. Premier président marquant dans les années 1830-1850 comme historien et polygraphe, Gustave Bascle de Lagrèze, j'adore ces noms du XIXe siècle, fut ainsi un des premiers à s'essayer à une synthèse de ce qu'il appelait le droit pyrénéen, en réalité les coutumes de Bigorre, jusque-là inédites. Et parce qu'en plus, voilà, on s'intéresse au droit pyrénéen, mais
si on va jusqu'au bout, il y a 3 cours d'appel qui connaissent le droit pyrénéen. Il y a celle de Toulouse, avec celle de Pau, évidemment, mais il y a aussi celle, évidemment, de Montpellier. Donc voilà, les Pyrénées couvrent un territoire vaste. Du coup, quand on parle de coutumes pyrénéennes, même pas. Donc il y a aussi ce rapport aussi avec les cours d'appel. Pour essayer d'avoir quelque chose. Pensez bien que les paysans entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, entre, je sais pas moi, entre Lannemezan et Luchon, il y a des liens économiques qui sont évidents. Pour autant, mais c'est pas le même cours d'appel. Donc, je trouve ça une nouvelle fois intéressant d'un point de vue sociologique, comment est-ce qu'on se confronte au droit, alors que on essaie de rationaliser, on met des ressorts, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de liens. Hein. Même si les départements, lors de 1791, on essaye que ce soit justement quelque chose qui tienne compte du relief, etc. C'est des logiques qui vont aussi s'étendre à tout découpage administratif, géographique, qui vont pas prendre en compte les relations entre les peuples. Une question de Le Banchek. Bonjour Le Banchek. Pourquoi on prend en référence les Pyrénées, une chaîne de montagne? Ah bon, alors, déjà, c'est un peu le sujet, c'est le sujet du jour, mais pourquoi? Et parce que, alors c'est une problématique, à mon avis, qu'on pourrait retrouver dans toutes les autres zones pastorales, mais c'est évidemment celle que doit connaître la Cour d'appel de Pau, et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une région où forcément, il y a des liens économiques qui sont majeurs. On va dire, à cette époque-là, et même jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a quand même une économie pyrénéenne qui est prégnante, qui existe, et où forcément le rapport, aller à Pau, faut se rendre compte que c'est quand même un voyage depuis ces vallées-là. Donc, on parle effectivement des Pyrénées, parce que c'est à la fois une zone qui est extrêmement vaste, difficile à définir aussi dans son étendue. Les frontières avec l'Espagne, bon, pareil, hein, un Béarnais, à mon avis, du cru doit plus se sentir proche de l'espagnol de l'autre vallée que du parisien qui lui impose le code civil. Donc, il y a une dimension qui est intéressante, parce que justement, c'est beaucoup plus difficile d'essayer d'apporter des réponses, on va dire, pragmatiques et égalitaires, c'est la logique du code civil, dans une situation géographique pareille, qui est éloignée et dont la réalité du terrain ne tient absolument pas compte de cette logique géographique. Donc, les Pyrénées, c'est un exemple, je pense qu'on aurait sensiblement la même chose dans d'autres reliefs, mais bon, sur le Massif central, on reste entre franco-français. Les Alpes, j'imagine, oui, effectivement, il doit y avoir la même problématique. Ça serait intéressant, à terme, de faire un comparatif avec, je sais pas moi, la Cour d'appel, j'imagine, du coup, de Chambéry, qui a dû gérer les usages ruraux de part et d'autre d'école, entre ce qui s'appliquait dans le droit de Genève et celui qu'on appliquait en France. Alors que même, on va parler, les usages montagnards, on pourrait s'imaginer que ça serait un peu... ça pourrait être pire. Ça reste donc une logique économique, ouais, ça reste une logique économique, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi une logique culturelle et sociologique. Il ne faut surtout pas dire à un Béarnais qu'on l'associe à un Basque. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas la même langue, c'est pas le même rapport à la propriété. Et c'est ça qui est intéressant, qui m'intéresse justement dans ce sujet-là, c'est le code civil est pour moi un événement majeur je vais être fort dans le progrès humain, mais au-delà de ça, ou même plutôt en deçà, dans l'identité nationale française, dans le récit national, le code civil, un truc majeur. C'est une étape dans l'identification, dans ce qu'on va donner comme contenu à la nation. Mais pour autant, en fait, il n'y a pas de France. J'en parlais justement un peu là, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais à force de bosser sur la Révolution, on a beaucoup critiqué Bonaparte sur cette notion très englobante de l'Empire français, où à une époque, on avait Barcelone, on avait Rome, on avait Amsterdam, qui étaient des préfectures impériales. Quoi. Ça appartenait à l'Empire français. C'était pas assujetti, c'était vraiment, ça appartenait à la France. Mais durant tout le XVIIIe siècle, on a justement des accumulations comme ça, comme la Corse ou la Lorraine. Tout ça, c'est des absorptions. Et même d'un point de vue France de l'intérieur de l'époque, mais c'est les différences littéralement populaires entre ce qui relève de la Gascogne, du Béarn ou du Languedoc. Je parlais des Lorrains, mais du Poitou, c'est pas les mêmes gens. Et du coup, arriver comme ça, avec une vision très jacobine, bonjour, on va vous parler du code civil,
Et je pense qu'il y a deux, trois mecs qui ont dû dire, mais attendez, pardon copain, mais ça fait en fait des siècles qu'on t'a pas attendu avec ton code civil pour gérer notre truc dans notre coin. Donc, et de cette confrontation, de cet échange-là, je trouve que c'est un des biais, une nouvelle fois d'un point de vue sociologique, qui est intéressant pour voir comment est-ce qu'on va forger une idée de nation, et on va aller même un petit peu plus loin, mais je vais poursuivre parce que l'article est quand même comme à ça, pas qu'on refasse un live de 2 heures. Mais ces gens-là, ces Béarnais, ces Basques, ces Pyrénéens, on leur demandera aussi, évidemment tout au long du XIXe siècle, de porter l'uniforme. C'est des gens qui vont devoir aussi se sacrifier dans une vision nationale, et qu'on va retrouver, mais alors là, à Bâle, littéralement, en 1914. Donc il y a quand même, en à peine un siècle, on va forger un idéal national avec des mecs qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Je veux dire, comment est-ce qu'un type qui n'est jamais sorti de sa vallée peut se sentir attaché à ce qui se passe à Paris? Je veux dire que quand on a perdu l'Alsace-Moselle en 1870, je pense que les mecs, ils en avaient... Ah bon? Voilà, juste pour l'exemple, Bernadette Soubirous, dans les années 1850-1860, elle dit pas l'Immaculée Conception à Lourdes. Hein. Elle parle pas en français. Hein. Elle parle en béarnais. Enfin, non, c'est pas le béarn. Pardon. Mais elle parle en patois local, un genre de gascon chelou, là. Mais, pour vous dire, même la langue est pas acquise. Donc, tout ça m'intéresse. Et comment est-ce que ça se retrouve en procès à la cour d'appel de Pau avec des mecs qui, eux, sont habités cette nécessité de faire respecter ce qui arrive de Paris avec ce peuple-là, ces peuples. Tout ça vraiment, enfin voilà, moi d'un point de vue de l'histoire, ça m'intéresse vraiment. J'espère vous captiver également. Alors, attendez, où est-ce qu'on en était Donc en réalité, les coutumes de Bigorre, jusque-là, inédites. Donc c'était ce président qui avait publié une synthèse, un essai qui s'appelait Droit pyrénéen. Le ressort de la Cour d'appel de Pau concerne en 2013 encore 7 ou 8 siècles après leur naissance, les 12 dernières vallées ou pays devenus, après la loi de 1837, qui les fait revivre, les commissions syndicales de vallées, préfiguration de nos communautés de communes. Leur contentieux est de nature à la fois civile, gestion du domaine privé des communes, et administrative. Le syndic des commissions possède les pouvoirs d'un conseil municipal. La forte régulation communautaire du pastoralisme, par ses instances traditionnelles, explique sans doute le peu de contentieux civil dans le ressort de la Cour d'appel de Pau, surtout dans sa partie ouest, c'est-à-dire dans le détroit de coutumes basques, comme le relevait Bernard Schnapper, qu'on a déjà évoqué. Peu d'arrêts y concernent également la zone de montagne béarnaise, encore moins celle basque, alors que les Hautes-Pyrénées de plaine et les Landes, ressortissant également de la Cour d'appel de Pau, sont nettement plus litigieuses, tant en première instance qu'en appel. Ça peut se comprendre aussi d'un point de vue économique, parce que, déjà, tout le pays de Tarbes est vachement plus en lien avec Toulouse et Haute-Garonne. C'est le trajet, hein. Toulouse, Tarbes, Pau, donc qui est du contentieux commercial, du contentieux tout court, on est complètement dedans. Et puis, c'est des plaines, donc c'est des voies de circulation. Ça circule beaucoup mieux dans les Hautes-Pyrénées que dans les autres parties du territoire, qui sont peut-être un peu plus inaccessibles, mais aussi dont l'identité populaire est, à mon avis, plus affirmée. Je ne fais pas offense aux copains de Tarbes pour leur dire que bon, même moi, commingeois, je ne peux pas dire que j'ai une identité commingeoise particulièrement développée. Ça a été relativement facile, je pense, pour nous, de se fondre dans l'idée française. La Navarre, c'est pas la même chose. Avec les trucs d'Henri IV, etc. Les mecs peuvent vraiment considérer comme un autre peuple, ou même plutôt des peuples, une nouvelle fois, entre les Béarnais et les Basques. La majorité des arrêts sont relatifs à des zones urbaines, Pau ou Tarbes, plus rarement Dax et Bayonne. Les maîtres des maisons basques et les montagnards bigourdans ont dû jouer le rôle d'un filtre dans les recours à la justice officielle, laissant la régulation infrajudiciaire remplir son rôle traditionnel. On a ici l'une des pistes futures de recherche concernant la jurisprudence civile de cette cour située dans le conservatoire coutumier que constituent les Pyrénées. Une césure s'esquisse au tournant de la République dans les années 1880. La Cour de Pau répugne moins, désormais, à interpréter les usages locaux, dont elle reconnaît la réalité dans un important arrêt de 1881
que nous avons analysé par ailleurs et sur lequel nous reviendrons en ce qui concerne la zone basque. Je fais là aussi un petit point historique. Justement, 1880, on a l'émergence, même si ça fait déjà 10 piges techniquement que la Troisième République est instaurée. Là, on sait qu'elle va durer, la République. Le prince impérial, l'hypothétique Napoléon IV, est mort en 1879, et le prétendant légitimiste, le comte de Chambord, il s'est fait griller. Donc la République, elle est solide. Par défaut peut-être, mais elle est solide. Et dans cette République-là qui essaye d'apparaître comme étant une République mimi, une République des bourgeois, elle essaye justement de se distinguer de la République jacobine qui peut associer à l'image de la terreur. Et donc, par ce biais-là, elle essaie d'être plus girondine, et donc essayer de tenir compte justement d'existence locale. Voilà, on essaie de pas tout voir sur le plan national, on essaie de s'adapter là-dessus. Mais ça permet aussi de mettre en évidence que cette construction-là, usage et droit positif du Code civil, elle a été aussi fonction des impulsions politiques. Or, le XIXe siècle, c'est le bordel total en France. Peut-être moins qu'en Espagne. Désolé de leur mettre un tir au copain ibérique. Mais quand même, Empire, monarchie de Louis XVIII, monarchie de Charles X, c'est pas les mêmes pour moi. C'est pas la même approche du pouvoir. Monarchie de Juillet, Louis-Philippe, Deuxième République, Second Empire, et enfin République, la Troisième. Et avec toute la période 1870-1880, on ne sait pas quelle chose on va se faire manger. Est-ce qu'on repart dans un empire? Napoléon III, en 1872, il pense toujours revenir et prendre le pouvoir. Hein. Et il y a une majorité bonapartiste à l'Assemblée. Enfin, il y a pas une majorité. Mais il y a quand même un très très fort courant, avec l'appel au peuple, etc. Tout le mouvement, on pense au boulangisme, etc., à la République. Elle est aussi pas mal. Hein. Donc, et tout ça, il y a des magistrats qui doivent un petit peu en tenir compte de ce contexte. Parce que, même si le Code civil, il va survivre, la manière de l'interpréter, forcément, ne serait-ce qu'en reconnaissant est-ce qu'il y a une noblesse ou non, quelle est la part d'égalité entre les hommes selon leurs origines, c'est quand même prégnant dans l'interprétation. Donc forcément, c'est aussi un reflet de l'histoire politique de notre pays. Donc, donc sur la zone basque, donc à partir de 1880. Les couches nouvelles, chères à Gambetta, avocats, professeurs, médecins, magistrats, œuvrent alors pour protéger les classes moyennes montantes, commerçants, entrepreneurs et paysans. Il s'agit de rallier à la République. La loi de 1889 sur la liquidation judiciaire en témoigne en faveur des petits commerçants de bonne foi, de même que la loi protégeant les métayers, promulguée la même année, en consacrant d'ailleurs les usages ruraux dominants. Une approche socio-historique est ici d'un précieux secours. Je fais effectivement, j'ai parlé de l'évolution politique, mais il y a aussi l'émergence de la classe bourgeoise, bon, qui avait déjà commencé sous le Second Empire, mais qui ne fait que s'affirmer sous la Troisième République. D'ailleurs, la Troisième République, comme celle la toute première, on la qualifie de République des avocats. Forcément, le droit local, etc., c'est cher à ce type de classe économique. Mais la césure marquante se situerait dans les années 1960-2000, lorsque les magistrats d'appel, désormais conscients des réalités économiques et des intérêts généraux, vont reconnaître plus nettement la spécificité des usages ruraux pyrénéens, dans l'intérêt des éleveurs, basques en premier lieu. De vieilles pratiques coutumières, telles le caillolard sous le tas, cabanes possédées en indivision entre maisons et titulaires collectifs de droits de parcours, ont alors été intégrés aux catégories juridiques contemporaines, notamment par un arrêt de 2008. Le paradigme dominant en économie agricole est aujourd'hui encore celui d'exploitation familiale, devant se transformer en entreprise viable, tel que l'avait défini le ministre Edgar Pisani en 1960. Alors Pisani, c'était un ministre effectivement de l'agriculture, qui a été connu pour la mise en place de la PAC. Et donc c'est intéressant comment c'est inspiré des usages locaux. Une nouvelle fois, le code rural, il a été instauré en 1955. Et de la même manière que le code civil a été pondu, quand même on s'inspire de ce qui se fait sur le plan local. Sauf que là, on est un siècle et demi après le code civil, et donc ce code rural est le résultat de la confrontation qui fait l'objet de notre podcast de ce jour. Pour expliquer la longue méfiance des magistrats palois envers les usages ruraux, il convenait de brosser au préalable un portrait social de ces notables, presque tous issus de la région gasconne, avant de mesurer la très lente réhabilitation de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle
d'un droit rural coutumier dans l'intérêt de l'élevage de montagne. La cour paloise, miroir de la France des notables, 1804-1880. Les sources de la série U renseignent à Pau, comme ailleurs, sur le profil sociologique des conseillers d'appel et des présidents. 142 dossiers de notation des conseillers palois sur les 220 que compte la période, 1810-1914, soit moins de 20%, sont conservés dans les archives de la cour béarnaise. Un magistrat palois a pallié cette lacune en publiant en 1921 une histoire de sa cour à partir des doubles des dossiers conservés aux archives nationales. Mais cette monographie à but hagiographique ne comporte ni commentaires ni synthèse des notices résumées. Elle esquisse seulement le profil des 20 conseillers, 3 présidents et 7 parquetiers que compta la cour paloise au début du XIXe siècle, avant que l'épuration judiciaire de 1883 ne divise ses effectifs par 2. Les notices confirment et amplifient l'image de notables rentiers du sol. D'où la défiance des magistrats, et notamment ceux du parquet, envers une prise en compte d'usages ruraux jugés trop favorables aux exploitants non propriétaires, et par là potentiellement source de désordre social et d'un manque à gagner. Petit point là aussi, si ce sont des notables qui rangent la justice, les notables, droit de propriété, code civil, on a une vision, pareil, une fois que je bosse sur la Révolution. Le coût de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, salut Loricène, ça fait plaisir de te voir. Le coût de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, moi pareil, je considère que c'est un progrès humain fantastique, pour moi c'est l'équivalent de la Bible, donc, ce qui me concerne. Quand ce truc-là est apparu et a considéré que le droit de propriété était un truc inviolable et sacré, ça a changé les pratiques locales. Avant, par exemple, on allait se servir dans la forêt, littéralement, pour le petit bois. Tout le monde en s'en foutait. Il n'y avait pas de règles. Et là, du jour au lendemain, ceci est ma propriété. Maintenant, vous me devez un droit de passage. Il faut bien comprendre que le code civil, enfant de la Déclaration des droits de l'homme, c'est un truc qui a été établi pour une certaine classe sociale, classe bourgeoise. C'est pas le tiers-état râlez pas crête, hein. C'est le tiers-état bourgeois qui ont des intérêts économiques particuliers. Et les usages ruraux, c'était ceux qui s'étaient imposés entre guillemets en bonne intelligence avec les seigneurs, etc., mais qui faisaient assez peu de cas de la propriété économique. Donc là aussi, sur un point de vue sociologique, c'est super intéressant. Et donc, si on a affaire à des notables qui rendent la justice, eux, ils ont intérêt à combattre les usages ruraux qui pourraient se montrer plus favorables au profit justement d'un code civil qui fait la part belle au droit de propriété. Mais il faut bien comprendre, pareil, le droit de propriété destiné à lancer les droits de l'homme, etc., mais de manière très concrète sur un territoire donné, en fait, ça peut être vécu comme une contrainte. Là où justement, je découvre ce mot-là, le caillolard, ce truc de maison de berger en indivision, on essaie de le traduire juridiquement, ce qui se faisait naturellement depuis des siècles. Donc, là aussi, confrontation intéressante. Les juges du XIXe siècle, des propriétaires. Les notices personnelles émanant du parquet général indiquent que les 2/3 des magistrats nommés à la cour de Pau sont nés dans son ressort, avec une nette prédominance pour les juges nés à Pau, et dans une moindre mesure à Oloron-Sainte-Marie et Bayonne. 50% du total des 220. Donc on a affaire effectivement à des magistrats qui ne relèvent pas de la campagne, ce sont des urbains. Et donc, évidemment, plus en lien avec les intérêts économiques et une forme de classe bourgeoise. Le tiers restant est majoritairement issu du sud-ouest, notamment du Gers voisin, la cour d'Agen, ce qui laisse penser que la carte des lieux de naissance des magistrats palois au XIXe siècle se superpose largement à celle du Parlement de Navarre, étudiée par Frédéric Bidouze, maître de conférence à l'Université de Pau, en une tendance observable dans tous les anciens parlements. L'annuaire de la magistrature, qui nous renseigne sur l'origine des conseillers des 26 cours métropolitaines, suggère que ce recrutement local va perdurer longtemps, puisqu'en 1905, le tiers encore des magistrats français d'appel, 34%, est issu de la ville chef-lieu judiciaire, ou de son département. Cette proportion monte même à 42% dans les cours méridionales et jusqu'à 57% à Pau, le plus endémique des sièges d'appel. Il faut attendre les années 70, qui voient la récente école de la magistrature nationaliser le recrutement géographique des juges en général par le rang de sortie
du concours pour voir arriver dans les cours des magistrats issus de toute la France. Des magistrats issus de toute la France. On a longtemps privilégié, lors des cooptations de magistrats par les parquets généraux, l'appartenance à la région comme critère de bonne connaissance du droit local. Ainsi, le procureur de Nîmes appelait de ses vœux des magistrats locaux qui connaissent les mœurs et les habitudes des justiciables devant la Chambre des Pairs en 1842. Mais quand on développe ce genre de lien, alors effectivement, bonne connaissance locale, pourquoi pas? Mais aussi pratiques et intérêts locaux qui se poursuivent. On comprend bien qu'il peut, évidemment, dans ce genre de ressort de cour d'appel, avoir une confrontation, là aussi, entre des classes dirigeantes urbaines et les populations rurales des fins fonds des vallées des Pyrénées. Disons que si on est magistrat à la suite de papa, qui était lui-même magistrat à la suite de papa, c'est pas forcément la meilleure des remises en cause. Et s'il a fallu attendre 1955 pour que enfin un code rural se pointe, peut-être que c'est aussi parce qu'il y a eu le basculement sociologique qui a été la Deuxième Guerre mondiale. Comme beaucoup de choses dans ce pays. On doit aussi à garder en tête pour la suite. Seuls les parquetiers, en raison du rôle de préfet judiciaire que la chancellerie entend leur faire jouer, viennent majoritairement, 3 sur 4, d'autres régions de France, et notamment les substituts généraux qui débutent leur arrière généralement en dehors de chez eux. Le procureur général peut toutefois être récompensé de sa fidélité politique par une nomination sur ses terres. Ce fut le cas de Jean-Louis Dufaux, procureur général en 1834 et héritier du château de Coarraze, en Béarn. Fils d'avocat devenu président au Parlement de Navarre, bonapartiste sous le Premier Empire, il fut élu député de la monarchie de Juillet en 1831, puis en 1834, avant d'être nommé à la tête du parquet palois, puis de la cour d'appel. Car les magistrats français du XIXe siècle vivent d'abord de leur terre, alors que leur traitement de fonctionnaires demeure modeste. Les procureurs généraux, donc là aussi on le garde en tête, les mecs qui doivent rendre la justice à peau, ont un intérêt du coup prégnant au droit qui va venir en fait gouverner à leur revenu. C'est intéressant, c'est une image qu'on se fait pas trop. Mais c'est la logique en fait des juges de paix qui étaient simplement élus sans qu'il y ait de... On n'en a pas encore d'école nationale de magistrature à cette époque-là. On a affaire à des fonctionnaires, mais essentiellement effectivement, comme on les qualifie, des notables qui sont bien implantés, qui ont une autorité morale issue d'une famille particulière, etc., qui fait que voilà, dans cette logique qui continue finalement d'Ancien Régime, ils vivent pas de leur traitement comme fonctionnaires. Ils vivent d'autre chose. Ils vivent de leur revenu de la terre. Il faut le garder en tête aussi. Les procureurs généraux cooptent d'abord des juges pouvant vivre de leur rente. Ils coûtent moins cher au budget. Et ils sont politiquement plus sûrs. A-t-il du bien, ou du moins sa femme a-t-elle du bien, se demande ainsi l'un d'eux, comme le rapporte Jean-Pierre Royer, professeur de l'université à Lille. Parmi les 146 conseillers provenant du milieu judiciaire qui peuplent la cour paloise entre 1811 et 1914, 103 sont fils de magistrats. Donc sur 146, 103 sont des fils d'eux. Et, attendez, je parle 103 sont des fils, soit plus des 2 tiers, donc 14 de pères juges sous l'Ancien Régime. 27 ont eu un père conseiller ou président siégeant à la cour, et 14 ont même eu un père siégeant dans l'ancien Parlement de Navarre. Le tiers restant referme le recrutement de la cour sur le monde judiciaire. 22 conseillers ont eu un père avocat, le stage d'avocat demeura d'ailleurs longtemps obligatoire pour les licenciés en droit candidats à un poste de juge, à l'image du président Dufaux, 11 notaires, 9 avoués, soit 41 provenant du même monde culturel que celui des conseillers. Majoritairement issus d'une endogamie sociale, les conseillers palois, et à plus forte raison les présidents, héritent pour cette raison de domaines ruraux et d'hôtels particuliers à Pau, qui sont à cette époque le signe par excellence de la prééminence sociale. Les magistrats français du XIXe siècle sont soit des héritiers, soit des époux de femmes bien dotés, que le prestige de leur charge leur permet d'épouser dans un milieu social à alliance croisée et forte endogamie matrimoniale. S'ils ne sont pas les plus riches, les magistrats palois ont, comme leurs confrères, la possibilité d'améliorer leur rang par un mariage avenant. Le cas de Pierre Borde, conseiller de 1891 à 1893, illustre cette possibilité fréquente d'ascension sociale. Alors qu'il n'est que juge à Oloron,
Ça te marie. Peut-être qu'à l'époque, on disait Colombo. Le procureur général estime sa fortune à 50 000 francs. C'est super intéressant. Les mecs, pour choisir leur juge, ils vont jusqu'à vraiment étudier le niveau de revenu. Celle de sa femme à 60 000. Mais note le parquetier, ses revenus devront s'améliorer beaucoup à la mort de son beau-père et des vieilles tantes de madame. C'est incroyable. Non, mais quand même, finalement, je pensais pas qu'on allait à ce point plonger sur le mode de recrutement à l'époque des magistrats. C'est ok, on cause ouvertement de pognon et d'affaires de famille. Ok, y a pas de problème. Ça intéresse l'État, quoi. Bertrand d'Artigot, président de chambre de 1837 à 1871, c'est un bail, épousa quant à lui la fille du comte de Sacré, grand propriétaire et député légitimiste des Basses-Pyrénées et directeur général des douanes sous la Restauration. Le statut de propriétaire foncier est souhaité par les gouvernements conservateurs du siècle. On ne peut pas donner à la propriété de meilleurs défenseurs que la propriété elle-même, rappelle inlassablement Thiers en 1831 devant la Chambre, préjugé généralement partagé qu'un procureur général résumait plus abruptement. Il ne faut pas appeler dans les cours royales des magistrats sans fortune. Ça a le mérite de ne pas être hypocrite. On est dans le cash. Ainsi, dans une ville aussi modeste et rurale que Pau au XIXe siècle, 30 000 habitants à peine, il subsiste néanmoins une dynastie de hauts magistrats recevant la bonne société dans leur hôtel d'hiver, leur domaine campagnard l'été, tel le procureur général Dufaux, deuxième fortune du département après le banquier bayonnais Gomez, ou le marquis Cassambayor de Charite, riche propriétaire sous le Thym, dont le père, ancien conseiller au Parlement de Navarre, fut nommé dans la première cour paloise en 1811, comme le furent les pères de deux autres conseillers, de Courrèges d'Agnos, de Don Bidot de Crouzaille. J'adore. Des avocats généraux peuvent aussi provenir de la petite noblesse de province, telle la Motte d'un Camp, en 1846, siégeant aux côtés de conseillers issus de vieilles familles nobles locales, les de Mérens, Bascle de la Grèze, de Guiroy. J'ai des amis de la cour d'appel de Pau, ils me diront si elles nous leur évoquent des trucs. Aux côtés de conseillers et présidents de chambres issus de professions libérales, avocats surtout, tels les Ferriers et d'Artigot. Les listes censitaires départementales d'avant 1848 confirment que la noblesse paloise est créditée en moyenne de 1100 francs de cens annuels, allant jusqu'à 1800 francs pour le procureur général Dufaux, chiffre qui en fait réellement un grand notable, au sens où l'entendait André-Jean Tudesque. On doit toutefois nuancer le tableau d'une plutocratie judiciaire que dresse Jean-Pierre Royer par le fait que le cens versé par les 20 conseillers à la Cour s'établit en moyenne à 500 francs seulement. Cette somme demeure très proche cependant de celle que versent d'autres notables du département, propriétaires rentiers ou se déclarant comme tels, 589 francs, négociants, 522, manufacturiers, 510. Loin devant ce que versent les magistrats ordinaires des 11 tribunaux inférieurs, 350 francs en moyenne. Les déclarations de succession indiquent une forte concentration des grandes fortunes, 4 hauts magistrats seulement, laissant plus d'un demi-million de francs de patrimoine, dont près d'1 million pour le procureur général Dufaux. Une fortune moyenne de près de 100 000 francs classe les autres conseillers d'appel parmi les notables aisés, mais pas richissimes. Leur fortune est en tout cas 4 fois inférieure à celle des conseillers de la cour bordelaise. Sans doute, note Jean-Paul Jourdan, qui est un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux, faut-il y voir ce qui différencie une grande métropole dotée de vieilles familles et de négociants, s'alliant volontiers avec la magistrature, et le chef-lieu d'un département d'abord rural. Il convient dès lors de relativiser la position de domination sociale qu'occupent nos magistrats palois. Le conservatisme politique des hauts magistrats se laisse deviner. Le légitimisme est courant chez des juges qui regrettent la liberté des parlements d'Ancien Régime. André-Jean Tudesque avait souligné la soif d'indépendance régionale très présente chez des notables peu satisfaits du modernisme de juillet de 1830. En 1840, 9 des 24 magistrats palois sont placés dans l'opposition légitimiste, d'après une notice du procureur général. Ils se situent là dans la moyenne du sud de la France, soit un opposant ultra sur 3 magistrats environ. 12 sur 30 à Toulouse, 10 sur 30 à Bordeaux, 11 sur 24 à Aix, 7 sur 24 à Montpellier et à Nîmes.
C'est marrant ça, les procureurs généraux qui font des études sur les opinions politiques des conseillers des cours d'appel. Une autre époque, encore que, on ne sait rien aujourd'hui, quand même, je pense pas. Les autres juges épousent généralement l'opinion du moment, orléaniste sous la monarchie de Juillet, bonapartiste sous l'Empire. Car le magistrat idéal, tel que le décrivent les notices des procureurs, est à la fois bien né, bien marié, bon catholique et bon père, pouvant avoir des opinions politiques à condition de ne pas les exprimer. On demande d'abord au conseiller type d'avoir des rapports harmonieux avec les supérieurs et avec la bonne société locale, d'être un bon juriste et impartial, bref, d'incarner la dignité de la justice. Ce profil, idéalisé par les discours de rentrée des procureurs et avocats généraux, est davantage recherché dans le modèle des anciens parlements, telle la figure d'un Aguesseau. Aguesseau, c'est un magistrat assez connu du XVIIIe siècle qui avait fini chancelier de France, plutôt que dans celle des grands juristes contemporains, tels un Rossi ou un Dupin-Aigné. Bon, ce sont notamment, enfin, voilà, des penseurs assez connus. Dans le cas voilà, de Rossi, c'est quelqu'un qui était investi dans l'insurrection de Rome en 1848. Donc, quelqu'un d'ailleurs qui était même opposé au travail des enfants. Bref, des auteurs qui prennent position politiquement. Pour le Dupin-Aigné, qu'est-ce que j'avais noté? Il était président de la Chambre des députés. Donc voilà, on voit des juristes qui épousent leur temps. La figure d'un Aguesseau, bon, même s'il est chancelier de France, on est sur quelqu'un qui sert le gouvernement, qui est là pour servir ses idées, ses convictions. La République va tenter d'aligner les opinions des hauts magistrats sur celles libérales, qui sied à ses yeux aux nouvelles classes moyennes instruites. On évoquait avec Gambetta sur l'émergence des classes nouvelles. Lorsque les conseillers des cours d'appel manifesteront ouvertement leur hostilité au décret Ferry de 1880, supprimant les congrégations enseignantes, ils seront sanctionnés par une réduction de moitié de leur nombre. Ainsi à Pau, et en 1883 par l'épuration des monarchistes les plus en vue. 608 démissions sur encore de 2000 juges. Et encore la cour de Pau a-t-elle sauvé son existence, bien menacée en 1882. Les thèmes des discours de rentrée prononcés par des parquetiers palois, avocat général ou procureur général, pourtant choisis pour leur adhésion au régime, révèlent l'attachement persistant au souvenir de ce corps intermédiaire prestigieux que fut le Parlement de Navarre. Cette thématique rétrograde, habituelle semble-t-il dans les cours des anciens pays d'État, était probablement destinée à rassurer les magistrats du siège, longtemps inquiets des projets de décentralisation administrative présents au long du siècle et donnant davantage de pouvoir à des élus départementaux, au détriment des élites historiques qu'ils pensaient incarner. Nos magistrats furent également inquiets de la poussée des revendications des paysans non propriétaires, que la question lancinante au XIXe siècle de la rédaction des usages ruraux va remettre au premier plan. Donc on voit à la fois qu'on a affaire à une forme de caste économique qui est malmenée au gré des évolutions politiques et qui, donc par en haut, donc par exemple j'imagine que en 1848, bon ça n'a pas duré longtemps la Deuxième République, mais les magistrats palois, c'était pas bien chaud, pas tout à fait l'idée, pas tout à fait le principe d'être dans une idéologie républicaine. On les voit, les gars sont plutôt légitimistes. Et en plus, un petit peu perturbés par des revendications paysannes. Alors, la grande crainte, et en même temps revendiquée par les marxistes, durant tout le XIXe siècle, c'est la convergence des luttes entre le prolétariat urbain, bon, pas forcément, à mon avis, extrêmement implanté dans l'ensemble de la côte de Pau, mais enfin bon, il y a quand même des entreprises, etc., et la paysannerie. Quand les deux s'associent, là ça pète, là ça pète comme il faut. Ce qui s'est passé en 1789. On a effectivement des mouvements à Lyon, à Paris d'ouvriers, et en même temps dans les campagnes, ça pète. Donc, intéressant aussi d'avoir ces magistrats qui sont voilà, on voit qu'en fait, ils sont le centre névralgique de toutes les tensions du siècle, ces gars-là. Intéressant. Donc, une défiance envers les usages ruraux. Comme la plupart des juristes de cette époque, les magistrats palois ne souhaitaient pas voir les usages ruraux, manifestations concrètes de la coutume, figées dans un code, qui aurait dès lors figé leur propre interprétation. Ah, ça c'est intéressant, si tu te poses la question. Quand on a affaire qu'à des usages
est davantage soumis à la jurisprudence et donc au pouvoir du juge. Mhm. Pertinent. Ils se battront en ce sens, et ouais, donc quand on a eu le code rural en 1955, ils ont dû faire un peu la gueule. Parce que la codification, c'est l'ennemi de l'arbitraire du juge. Bon, même si un code peut faire l'objet d'une interprétation, le code civil, il n'y a pas de souci avec des trucs qui ont été interprétés, mais plus on codifie, plus on légifère, plus on retire de pouvoir à un magistrat. Intéressant. Ils se battront en ce sens chaque fois qu'ils seront consultés sur ce point par la chancellerie. En 1844, puis en 1855, au moment où sont lancées les premières rédactions d'usages départementaux. En 1866, enfin au moment où l'Empire tente de resserrer ses liens avec la paysannerie par la grande enquête rurale. Ça, Napoléon III et les paysans, full copain. Les gars, c'est marrant, hein, Napoléon III qui a écrit sur le prolétariat et qu'on considère comme un empereur avec une pensée politique socialiste, très copain avec les paysans. Très copain. Parfois jusqu'à l'extrême. Peut-être qu'un jour je ferai une série parce qu'il s'était passé à Périgueux en 1870. Il y a un gars qui s'est fait bouffer, hein. Littéralement, hein, parce qu'il était soupçonné d'être anti-bonapartiste. Hein. Les mecs de Périgueux, ils sont chauds. Donc, comment il s'appelait ceci ? Il y avait une série. Enfin, je me tâte à faire une série sur un petit peu les grandes histoires criminelles. Voir si ça peut apporter quelque chose. Enfin, je digresse. Car nos magistrats gascons sont au moins. Il dit qu'ils sont. Il y a le chien à côté. Donc, je reprends. Décidément, on n'arrive pas à la finir cette phrase. Car nos magistrats gascons sont au moins pour la moitié d'entre eux des propriétaires ruraux. Si 54% de leur fortune provient d'immeubles urbains habités ou loués, un tiers, 32%, provient en effet de domaines ruraux, d'après les déclarations de succession. La notion du domaine est cependant hétérogène. Le grand château du procureur général Dufaux à Coarraze constitue une exception. Les autres propriétés rurales des conseillers présentent souvent l'allure d'une maison de maître, bâtie au milieu de terre d'une superficie moyenne de 40 hectares. Estimé à un prix moyen de 35 000 francs. Tarif certes 10 fois supérieur à la moyenne des exploitations françaises au milieu du XIXe siècle, mais loin derrière celle des grands notables légitimistes. Concentrés autour de Pau, notamment au sud, vignes de Jurançon notamment, et un peu à Oloron, ces domaines sont souvent constitués de terres morcelées et vouées à la polyculture. D'où le recours fréquent au fermage ou au métayage. Nostalgie de l'Ancien Régime, aussi où la bonne société urbaine recevait l'été à la campagne parmi ses métayers. Un banquier protestant orthésien, pourtant républicain de cœur, Julien Pouyanne, n'échappera pas à cette prégnance de la notabilité traditionnelle en achetant dans les années 1920 encore une métairie à Saint-Boès, à la limite des Landes et des vignes près de Jurançon. Peu ou pas de terres possédées en Pays Basque, cependant, à l'exception notable du président Casamayor, marquis de Charritte, propriétaire de belle demeure à Charritte, en Soule. La partie basque du département est précocement une région de petit élevage individuel, s'appuyant sur le vaste vacant collectif, survie de la coutume communautaire qui va poser, on va le voir plus loin, des problèmes de qualification juridique à la cour. À ces domaines, il convient d'ajouter les 14% de la fortune des magistrats constitués de terres agricoles, portant souvent de petites fermes, car généralement affermées, complétant jusqu'à presque la moitié du total, 46%, la part rurale des fortunes des magistrats palois. Autant dire que la fortune proprement mobilière était négligeable. On comprend dès lors que les magistrats propriétaires aient vu d'un mauvais œil les velléités gouvernementales de codification des usages, récurrentes depuis les années 1830. Non définis par le Code civil, les usages étaient censés compléter celui-ci qui est renvoyé expressément dans des domaines essentiellement ruraux. Dans une région où les métayers sont encore relativement nombreux en plaine, très nombreux même dans les Landes, les célèbres métayers gémeurs de pin, il était important pour la propriété foncière d'entretenir un flou sur ces usages, où elle pouvait peser pour imposer une vision restrictive des droits des exploitants non propriétaires. L'intransigeance des grands sylviculteurs landais va aboutir à une révolte violente des métayers gémeurs landais en 1906-1907. C'est contemporain d'ailleurs des révoltes qu'il y avait eu dans le domaine viticole près de Montpellier. Les usages ruraux des Landes de 1867 sont rédigés un an avant ceux des Basses-Pyrénées et ils demeurent discrets sur l'épineux statut du métayage. Donc le métayage, c'est simplement c'est une forme de bail rural où, que je ne me confonde pas avec le fermage,
crois que le métayage, c'est en fait on reçoit littéralement un loyer, tandis que dans le fermage, on reçoit une part de la récolte, l'un ou l'autre. C'est l'un des deux. Réponse fréquente des notables locaux, pas d'usage, ou furent parfois l'objet de manipulations juridiques. Les conflits d'interprétation du bail à métayage ne remontent que très rarement jusqu'à la cour d'appel de Pau. Les conseillers grands propriétaires ont longtemps tenté de limiter la survie des usages coutumiers aux pratiques collectives qui ne nuisaient pas à leur autorité et à la rentabilité de leur domaine. La question est loin d'être neuve. Elle avait incité les physiocrates du XVIIIe siècle à combattre la vaine pâture. Mais la loi du 6 octobre 1791 n'avait pas osé la supprimer totalement, renvoyant pour le libre parcours aux usages. Ceux-ci survivent d'abord dans la partie montagneuse des Hautes-Pyrénées, le Lavedan, et surtout au Pays Basque, où la propriété individuelle demeure l'exception en zone de montagne. Les rares usages que les conseillers palois acceptent de consacrer en la matière sont relatifs à la protection des vacants collectifs. Ainsi, dès 1809, par un refus de prescription acquisitive d'une source située sur un terrain communal individu. Un refus de prescription acquisitive d'une source située sur un terrain communal individu. Ok. En 1837, c'est la propriété privée d'un package situé sur une estive communale que la Cour refuse, dans le même souci de préserver des pratiques collectives qui ne les gênent pas et qui protègent au surplus les paysans pauvres, en décalage avec les conceptions individualistes de la propriété, qui est celle pourtant du Code civil. Les silences du Code sur des pans entiers de la vie agricole avaient ainsi obligé les cours d'appel à continuer à appliquer les coutumes, faute d'une jurisprudence claire sur un droit rural longtemps ignoré. Les éditeurs de recueils d'arrêts se focalisent alors sur tel ou tel point de la coutume consacrée, et venant combler un silence particulier du Code. La crise politique de 1848-1850 va réaffirmer la nécessité de mieux connaître les usages ruraux. Cette timide évolution annonce la sollicitude future de la République envers les petits tenanciers. La Deuxième République est ponctuée de mouvements paysans parfois violents, ainsi dans les Landes, en Barousse, dans les Pyrénées, où les petits propriétaires se sont révoltés contre un code forestier qui leur interdit d'envoyer du bétail en forêt. Ah, c'est vrai que d'ailleurs cette période-là, Napoléon III, c'est une grande période où on défend, on instaure justement des règles pour préserver les forêts. Évidemment, il y a peut-être eu des confrontations, si on veut, avec la paysannerie. Les magistrats palois vont tenter de calmer l'hostilité populaire envers le code forestier en réaffirmant dans un arrêt de 1848 l'applicabilité des anciens usages en forêt, à l'opposé de la volonté de gestion unitaire imposée par le code. En l'affaire, il s'agissait d'interdire à la commune sous le titre de Larreau de couper et vendre librement les bois situés sur son domaine privé et placés sous régime domanial, c'est-à-dire forestier, mais indivis coutumièrement, depuis le Moyen-Âge, entre les 43 paroisses de l'ancien pays de Soule. L'arrêt reconnaît au contraire la possibilité pour la récente commission syndicale du pays de Soule, qui date de 1838, de gérer librement les bois indivis. Ceci en contrariété avec l'esprit du code forestier qui avait tenté, en 1827, d'imposer une norme nationale de gestion forestière. Une enquête nationale sur les usages locaux est lancée par une circulaire du ministère de l'Agriculture en 1855, recommandant la formation de commissions départementales présidées par les juges de paix, qui va aboutir à l'édition, dans certains départements pionniers dans l'ouest et le centre de la France, de petits recueils d'usages vendus dans les épiceries. Mais le mouvement n'est ni général ni véritablement scientifique. Les élites locales, qui ont fait pression notamment au sein des sociétés centrales d'agriculture pendant un demi-siècle pour l'incorporation des usages dans le code rural à promulguer, font, après 1850, machine arrière. Elles préfèrent finalement garder la haute main sur des usages ruraux qu'elles prétendent seules connaître. Lorsque les préfets parviennent à imposer une rédaction officielle, comme à Pau, la présidence des commissions par le juge de paix, souvent petits notables eux-mêmes, rassure à la fois les grands propriétaires, au demeurant eux-mêmes consultés sur cette rédaction, et les juges d'appel quant à l'interprétation des usages. Les éventuelles revendications de métayers sont ainsi contenues. La peur sociale de 1848 a laissé des traces tenaces. Il faut attendre la fin du Second Empire et les pressions grandissantes des préfets pour que 35 départements, 89, acceptent du bout des lèvres de rédiger leurs usages. Il y allait, pour le bonapartisme, à bout de souffle, du soutien d'une population rurale encore majoritaire, et qui votait volontiers pour les candidats orléanistes. Le recueil des Basses-Pyrénées s'inscrit dans ce mouvement où les notables ruraux présents dans les commissions locales comme experts et les membres de la cour d'appel vont profiter pour minorer la part de ces usages dans la vie rurale.
À partir des années 1850-1860, note Laurence Soula, les arrêtistes locaux cessent de se focaliser sur tel arrêt de leur cours, mais examinent la jurisprudence en général, présentée désormais comme une source majeure du droit. Comprenons que les cours les plus concernés par les survies coutumières, celles de Pau en premier chef, tentent de minimiser le poids des particularismes locaux. L'avocat, auteur d'une publication des arrêts palois entre 1860 et 1868, le confirme sans détour. L'application des usages locaux est en recul. Un arrêt de la Cour en 1867 s'en prend ainsi aux usages locaux forestiers, notamment au vieux droit d'affouage, affirmant contre les pratiques ancestrales que les usages forestiers ne peuvent être réglés sur l'action des usagers, mais ne peuvent l'être que sur l'action de la commune. Le recueil des usages, publié à Pau en 1869, confirme la frilosité persistante envers l'applicabilité des droits coutumiers des habitants. Le questionnaire adressé du Code civil, le questionnaire adressé à cette occasion aux juges et notables locaux porte sur tous les renvois explicites du Code civil aux usages, la vicinalité, l'usufruit du bois, les cours d'eau non domaniaux, la vaste socialement sensible question du fermage-métayage, le louage d'immeubles, et surtout, pierre d'achoppement depuis le XVIIIe siècle, l'interprétation de la loi du 6 octobre 1791 renvoyant aux usages locaux pour la vaine pâture et le libre parcours. Sur ce dernier point, les élites locales éliminent la question du parcours saisonnier sur propriété privée, en répondant que le libre parcours et la vaine pâture s'exercent dans les bois et les landes des communes, en vertu des règlements locaux, confondant droit collectif sur les vacants, difficilement contestables car pluriséculaires, et vaine pâture, qui les rejette alors que celle-ci survit encore dans de nombreux cantons, notamment sur les prairies privées, de montagne, une fois la fenaison effectuée. En plaine, la libre parcours n'est plus tolérée, sauf dans le canton de Bidache, dans la zone inondable riveraine de l'Adour, dite Barthes. La commission du canton basque d'Asparane déclare étonnamment ne connaître ni vaine pâture ni libre parcours, pourtant habituel dans une région d'agro-pastoralisme de type pyrénéen, et confirmé par la coutume de la Bourg. On est frappé, en parcourant le rapport de synthèse du recueil palois, par le flou juridique dont les notables judiciaires interrogés entourent les pratiques communautaires, qu'ils connaissent pourtant bien. Ces erreurs d'interprétation étonnantes chez les magistrats trahissent peut-être un mépris, ou du moins une crainte sociale. Ainsi, le caillolard, sous le teint qu'on a évoqué, y est curieusement qualifié de borde de convention, sorte de chalet sur lequel on établit des huttes pour garder les bestiaux, alors qu'il s'agit en réalité d'une indivision pluriséculaire, garantissant un accès collectif des éleveurs copropriétaires aux estimes d'altitude, doublé d'un contrôle du chargement pastoral et organisant un tour de rôle communautaire dans le gardiennage du bétail. De même, le recueil écarte-t-il sans ménagement les elds, ces champs de maïs ou de blé, exploités en commun et qualifiés sans détour, mais aussi sans fondement de coutumes qui sont tombés en désuétude. Je prononce comme c'est écrit, mes excuses aux spécialistes. D'autres cantons, plus lucides sur les dangers d'explosion sociale en cas de négation des usages, vont au contraire tenter de rendre compte le plus fidèlement possible de la complexité du partage des fruits des vacants. Ils annoncent ainsi un regain d'intérêt pour les usages, dans le but de mieux protéger la petite paysannerie, et dont la loi républicaine de 1889 sur le colonnat partiaire, on ose nommer le métayage, réminiscence féodale, porte témoignage. On va assister alors à un changement plus net de représentation sociale des usages parmi les hauts magistrats palois. Petite note que j'ai beaucoup bouquiné. La cour paloise en République, un retour à la coutume. 1881-2013. Tous les éleveurs basques, béarnais et bigourdans jouissent depuis le Moyen-Âge d'un droit de parcours sur les estimes d'altitude gérées en indivision intercommunale et administrées depuis 1837 par les commissions syndicales de vallée. La timide reconnaissance de cette situation coutumière a préparé la réhabilitation des usages ruraux, retour en grâce qui va être confirmé avec éclat à l'aube du XXIe siècle. La consécration du statut collectif des vacants de 1841 à 1881. La cour paloise fut saisie dès 1841 du conflit entre deux possessions coutumières d'une forêt. Le bois dit de Bise, situé en Haute-Pyrénées, est disputé de longue date entre les habitants de Sarancolin, en vallée d'Or, et ceux de Nistos, en vallée voisine des Nestes.
Si la Cour refusa la pleine propriété d'une partie du bois à la commune de Saint-Colin, elle admit pour ses ressortissants le droit d'y faire paître du bétail et d'en retirer l'affouage, privilégiant, comme le faisait déjà le Parlement de Navarre, la pérennité des droits d'usage au détriment de la question du pétitoire. Le pétitoire, c'est le droit de propriété. Ce conflit de propriété communale n'est toujours pas solutionné aujourd'hui, alors que la commune de Saint-Colin revendique un pourcentage des bénéfices provenant de la station de ski nordique de Nistos, qui emprunte pour ses pistes une partie du domaine forestier dont elle a l'usage depuis des siècles. Dans le même esprit de nécessaire protection de la coutume, la Cour paloise doit rappeler dans un arrêt de 1861 l'étendue du droit de Caillolard comme propriété indivise matérialisée par des parts dites, alors là, TXO-TXS, que je vais prononcer du coup TSOT, j'ai l'impression que c'est du Maya ou de l'Inca, TOT, transmissibles sont d'usage depuis le XVIIIe siècle, ainsi que les parcours attribués par l'usage à ces cabanes. Elle pose à cette occasion le principe non démenti par la suite que les caillolaristes n'ont pas la propriété de leur parcours, mais seulement un droit d'usage saisonnier, et non discontinu sur les estives syndicales. Un arrêt de 1828 avait ouvert la voie en refusant une première fois une tentative d'usurper le parcours d'un caillolard perçu pour les appelants comme une servitude ordinaire et donc prescriptible selon le Code civil. En 1881, la Cour impose effectivement son point de vue sur la nature particulière du caillolard et son parcours exclusif. En l'espèce, un sieur Arichag, éleveur caillolariste d'Alosibas, prétendait être devenu propriétaire par l'usage prolongé du parcours de la cabane, dite Muruche, dont il était co-indivisaire. Débouté une première fois par le tribunal de première instance de Saint-Palais, l'appelant le fut une seconde fois par la Cour de Pau, confirma avec autorité le caractère collectif et non appropriable du droit de caillolard, à l'opposé, caractère individualiste et universel du Code civil. C'est intéressant comment la coutume locale, la pratique, s'oppose justement aux conceptions individuelles du Code civil. Les considérants employés, encore très hésitants sur la nature juridique du caillolard, légitime cependant le droit coutumier en l'incorporant dans un corpus moderne, reliant ainsi la coutume et le droit vivant. La Cour a choisi de privilégier ce qu'elle estime être l'intérêt général et non le strict droit de propriété au sens libéral. On a renoué ici avec la vieille dissociation médiévale de l'immeuble pour y juxtaposer des usages et des fruits différents dans l'espace et le temps. Solution ancienne, utilité actuelle, puisque ce système de succession temporelle aux fruits, ici l'herbe, permet de... Ouais. On parle de l'herbe pour le bétail, je vous vois venir. Permet de garantir les droits à la fois des propriétaires de caillolards, annexes de leur etche, ferme familiale, ferme familiale, et les droits de la communauté, en particulier ceux des bergers sans terre, par le libre parcours le reste de l'année. Le sol qui supporte le parcours ou droit à l'herbe demeure l'indivision des communes du bas de la vallée de Soule. D'autres exemples attestent cette survivance de la dissociation médiévale de l'immeuble pour y juxtaposer des usages et des fruits différents dans l'espace ou le temps. Ainsi, le droit de package des éleveurs espagnols l'été du 22 juillet au 31 août, c'est pas si, 22 juillet, en vallée d'Ossou, à Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, encore actuel aujourd'hui, ou encore le droit remontant au Moyen-Âge de bandité, de ban, le commandement, des bergers de Limone, en Piémont, qui a perduré chaque hiver jusqu'aux années 1960, sous les herbages du comté de Nice, devenu en 1960 les Alpes-Maritimes. La Cour a fini par comprendre le poids de l'usage, particulièrement dans une zone basque où la cohésion sociale repose depuis très longtemps sur une forte régulation coutumière. Le renouvellement, en un sens plus républicain de son personnel lors de l'éviction des magistrats monarchistes en 1883, va renforcer la volonté affichée par les notables ruraux de défendre la ferme familiale, aux côtés de la boutique et de l'atelier, comme l'affirmera haut et fort le gouvernement Méline en 1896. Faisant écho au célèbre agrarien, le jeune député opportuniste Laurent et ministre des Travaux publics Louis Barthou, défend au même moment les droits collectifs des éleveurs de montagne dans sa vallée d'Aspe. L'enquête de 1869 avait déjà confirmé la nécessité de reconnaître les usages ruraux encore nécessaires à des éleveurs qui ne possèdent en propre que peu d'hectares. Reste que ces usages sont souvent devenus d'inextricables sources de complexité. Le juge de paix,
enquêteur pour Saint-Jean-de-Luz, commission cantonale où siège une célébrité du temps, le géographe Antoine Dabadi d'Arras, prend acte de l'enchevêtrement de droit coutumier qui aboutit selon lui à une situation chaotique, mais qu'il serait impensable de supprimer. Ainsi, l'usage consacré par la coutume de labour, qui autorise les propriétaires à jouir de portions des communaux, jusqu'à y cultiver des parcelles quasi privatives, mais qu'ils ne peuvent clore qu'avec l'autorisation de la commune. Bien plus, la coutume labourdine dissocie la propriété du sol communal et celle des gelées et fougères qui y croissent, coupe destinée à confectionner la litière du bétail, qu'on appelle le soutrage, on aura appris des trucs aujourd'hui, et appartenant seulement à certains propriétaires et titulaires du droit d'écimage. Dans cette logique de dissociation verticale de l'immeuble, la coutume autorise même la propriété privative d'arbres plantés sur des vacants. Le sol est communal, mais les essences végétales sont affectées aux propriétés des particuliers. Note désabusée le juge Arambourg à Saint-Jean-de-Luz. En 1967, la survie en laboureuse de la disposition favorable aux éleveurs a posé une difficulté lorsque la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle a entrepris de créer un lac et des bungalows de vacances sur le domaine privé, mais grévé de propriété, le terme de saisine aurait été plus clair, de coupe de fougères. Ah bah attendez, vous voulez mettre un bungalow, mais des fougères alors. Un jugement de tribunal de Bayonne devra trancher contre les bénéficiaires de ce droit d'usage, le plus souvent dénué de titre, mais obligera la commune à dédommager les propriétaires des droits d'écimage. La Cour, aujourd'hui, une inédite spécialiste du droit coutumier. On a vu comment la Cour paloise avait légitimé au tournant de la République les usages collectifs, vecteurs de pacification sociale avec campagne. Les discours de rentrée des procureurs et avocats généraux de la Cour y traduisent eux-mêmes ce regain de préoccupation sociale. Jusqu'aux années 1860, les discours étaient stéréotypés, ce genre d'assemblée, vantant les mérites des anciens parlements et les devoirs des magistrats. Désormais, une culture économique est de mise dans la haute magistrature, de même que l'intérêt pour la petite paysannerie. Si les propos sont encore convenus, la thématique est neuve. L'épuration des magistrats monarchistes en 1883 a renforcé la volonté affichée de la justice républicaine d'épouser les problématiques sociales et juridiques de son temps. La prise de conscience de l'utilité sociale des usages ruraux va s'accentuer à la fin du XXe siècle, au moment où les montagnes du Sud sont touchées par une déprise agricole et une crise de l'élevage traditionnel, devenu trop cher par rapport à l'élevage hors sol industriel. Les cours sont désormais composés de magistrats qui ont effectué une carrière nationale et dont une culture économique minimale les rend conscients des difficultés de l'agropastoralisme. Ceci d'autant qu'à partir de la fin du XXe siècle, les éleveurs basques touchés par le recul de la transhumance traditionnelle et de la gestion collective des vacants prennent l'habitude, nouvelle dans ce milieu, de régler leurs problèmes internes par le recours à la justice officielle. Les instances traditionnelles de régulation, telles le Bilzar, l'Assemblée des chefs de maison, ont disparu ou sont contestées. Ainsi, l'unanimité des 43 communes requises au sein de la commission syndicale du Pays de Soule pour la gestion des vacants indivis pose aujourd'hui problème. 43 maisons! Putain, ça c'est une indivision qui a une tronche. Les agriculteurs de montagne se sentent également menacés par des règlements nationaux ou européens qui leur semblent remettre en cause des usages ancestraux, mais aussi par la mésentente qui peut régner au sein de structures privées, dont le caillolard. La déprise agricole a fortement réduit le nombre des caillolaristes, alors que leur unanimité demeure théoriquement obligatoire pour les décisions de gestion pastorale. Elle a aussi engendré les usages non agricoles des estives, coutumièrement communes, chasse ou tourisme. À ces conflits privés s'ajoute la mésentente qui peut ressurgir dans les relations entre communes, membres des indivisions coutumières. La commune de Larreau possède ainsi en domaine privé quelques 9 500 des 14 500 hectares de vacants que compte la commission syndicale du Pays de Soule. Elle essaie depuis un siècle et demi de sortir de l'indivision imposée par la loi de 1837. La cour paloise se trouve ainsi placée au centre d'un malaise qu'elle va tenter d'apaiser par le recours en apparence paradoxal à la coutume. Dès 1968, la Cour de cassation avait dû trancher définitivement sur la question de la prescription acquisitive possible ou non des détenteurs de parts de caillolard sur le parcours dévolu par les usages de Soule à leur cabane indivise. En l'espèce, un caillolariste souhaitait vendre un affût de chasse à la Palombe à un col situé sur le parcours de son caillolard, se prétendant propriétaire par usucapion de cette portion du domaine privé indivis des communes soultines.
La Cour de Pau avait déjà répondu par le négatif dans l'arrêt de principe de 1881 que nous avions évoqué. Le juge suprême reprend en 1968 le même raisonnement d'interprétation stricte de la coutume, complété par les usages, estimant impossible de prescrire un parcours simple usage discontinu. Dans un cas d'espèce voisin portant sur la propriété des vacants, le Conseil d'État a dû annuler en 1986 un permis de construire accordé à tort à des caillots-laristes pour une cabane neuve à édifier sur le domaine privé, indivis des communes soultines. 5 arrêts récents de la Cour d'appel de Pau sont venus préciser le statut juridique de ce témoignage quasi ethnographique des anciennes pratiques d'élevage qu'est le caillot-lard soultain, et son cousin béarnais, le couillala. Les commissions syndicales de Valais, autres que la Soule, en Pays Basque, Baïgori, Cizes, Ostabarret, et en Béarn, Baretous, Aspre et Osso, connaissent soit des cabanes individuelles de bergers, les zetcholas ou bordes, construites en principe avec autorisation d'occupation mais pas toujours, sur un sol syndical, soit, hypothèse plus simple, des cabanes syndicales appartenant à la commission de Valais. Dans le premier cas, les cabanes n'appartiennent donc pas à leurs bâtisseurs, ce qui pose de difficiles questions d'ébaux amphithéotiques ou de conventions d'occupation temporaire. Les 3 commissions du Haut-Béarn ont pour cette raison encouragé depuis longtemps un statut communal ou syndical pour les cabanes de bergers. En Pays Basque, où la propriété privée des cabanes demeure la règle, un premier arrêt de 2007 est venu préciser le statut du tsox, ou part de caillot-lard, en exigeant comme preuve de sa propriété un acte notarié. Un deuxième arrêt est venu assouplir cette exigence l'année suivante, en 2008, en élargissant les modalités de preuve de la propriété du tsox, puisque la loi pastorale de 1972 ne posait pas d'exigence formelle pour l'entrée d'éleveurs, y compris donc de caillots-laristes, dans un groupement pastoral. Désormais, la preuve de la propriété d'un tsox peut provenir d'une donation, d'un legs, d'une vente attestée par acte notarié authentique, mais également d'une usucapion dont la preuve s'effectue librement. Cette solution était logique puisque les usages ruraux, comme fait, peuvent se prouver par tout moyen selon la Cour de cassation. L'arrêt palois du 20 mai 2008, que nous avons analysé par ailleurs, est venu clarifier les choses, complétant le précédent de 1881, qualifiant le caillot-lard d'indivision forcée, donc perpétuelle. Le juge confirme ainsi la conception coutumière de cette cabane possédée collectivement. La Cour de cassation avait posé dès 1894 que l'indivision forcée n'est pas une servitude, mais une copropriété à laquelle il ne peut être mis fin. Elle est instaurée, soulignait la Cour, lorsque les biens, à raison d'un état de fait par l'effet d'une convention, sont affectés à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun de 2 ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents. Le juge palois confirme ici à la fois la vision traditionnelle de cette cabane possédée collectivement et ouvre en même temps la porte à une utilisation plus actuelle de la copropriété par la similitude avec l'immeuble d'habitation. C'est la première fois qu'une qualification aussi nette est formulée à propos d'une institution coutumière complexe que le juge tente de faire entrer dans le moule des institutions agropastorales actuelles. La Cour paloise reconnaît ainsi l'applicabilité actuelle des usages locaux tels qu'ils ont été légitimés par la pratique pluriséculaire. Le raisonnement par analogie avec l'immeuble d'habitation, loti en copropriété, devrait permettre de sortir d'une impasse juridique, la quasi-impossibilité de voter à l'unanimité, pourtant induite par les usages des caillots-laristes qui ne sont plus tous inscrits agricoles. Les éleveurs soultains pourront ainsi déléguer la gestion courante de la cabane, notamment les demandes de subvention, à un mandataire, président, caillot-lard ou un groupement pastoral associatif qu'elle ministre, dont les décisions seront approuvées à la majorité simple, comme celle du syndic d'immeuble ou au plus aux 2 tiers en cas d'acte d'administration et non à l'unanimité. Ici, les juges ont conforté la coutume tout en suggérant des solutions juridiques pour moderniser la gestion pastorale, bien dans l'esprit des aides financières et de la réflexion de fonds qu'effectue la cellule pastorale de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Un arrêt d'appel de 2009 est venu préciser le statut des bordes ou etcholas, cabane de bergers béarnaises et basques des provinces autres que la Soule. En l'espèce, la Cour d'appel de Pau a donné raison à un détenteur de titre cadastral, même entaché d'erreur sur une cabane labourdine, contre la prétention de l'appelant, qui estimant l'être devenu propriétaire par une usucapion commencée du temps de son père. Le considérant principal de la Cour a résidé dans le fait que l'usage collectif de ce type de bergerie empêchait que la prescription acquisitive soit notablement établie. Il s'agit là d'un raisonnement logique, puisque l'usucapion suppose en effet une possession à titre de propriétaire public, paisible, continue et non équivoque. Il est évident que l'utilisation collective ruine ce dernier caractère. Cet arrêt tente cependant de freiner la tendance séculaire des éleveurs, principaux utilisateurs d'une cabane, s'approprier celle-ci par l'usage. S'il n'interdit pas formellement la propriété privée sur de tels bâtiments à usage collectif, celle-ci ne peut être établie
qu'au moyen d'un titre de propriété, comme il en est des caillolards. Une attestation de propriété rédigée par les prétendants au titre de propriétaire, visée par un notaire, ne sera sans doute pas plus valide pour une borde ou un couillala qu'elle ne l'est pour un caillolard, selon un dernier arrêt de la Cour de 2012. Enfin, dans la logique d'hostilité à la privatisation du droit de chasse, sur des vacants que nous avons aperçus chez les juges suprêmes judiciaires administratifs, la Cour d'appel de Pau a déclaré en 2010 inopposable aux donataires de parcelles destinées à la chasse et à la palombe, le bail de droit de chasse consenti par le donateur qui ne disposait que d'un droit de jouissance sur une parcelle. Comprenons que le chasseur ne pouvait imposer un bail de chasse à un donataire, simple usager, coutumier et donc non propriétaire de parcelles prises sur le parcours d'un caillolard. Leplé encore. Donc quand on parle de Leplé, c'est Frédéric Leplé, c'est un réformateur social du 19e qui avait fait beaucoup d'études justement sur les familles pyrénéennes et sur la question de l'héritage. Très longtemps, on l'a constaté, les notables ruraux qui étaient les conseillers d'appel ont entretenu volontairement une ambiguïté autour du contenu et de la portée des usages ruraux. Puis, ils ont découvert l'intérêt de se pencher plus avant sur la survie de coutumes d'anciens régimes, si présents dans la zone pyrénéenne. Il y allait dans l'instrument de pacification sociale. On reviendrait, dans l'esprit des arrêts récents de la Cour d'appel de Pau, relatifs aux usages ruraux, à la conception que se faisait Frédéric Leplé de la coutume. Celle-ci provenait selon lui du souvenir tué par l'ensemble des règles imposées à la vie publique par la tradition. Il connaissait bien les usages du ressort juridictionnel de Pau pour avoir enquêté sur la famille Melouga à Caouteré, dans les Hautes-Pyrénées. C'est Caouteré ou Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Cette vision vécue de la coutume fut reprise peu après par Génie dans son combat contre l'école de l'exégèse et sa controverse avec Lambert. Alors, l'exégèse en question, c'était sur la méthode d'interprétation. Les deux s'opposaient sur le rôle de la jurisprudence. Mais Leplé, particulièrement attaché au catholicisme social, avait une vision politique non dite de la coutume, valoriser le modèle de la famille souche pyrénéenne, bastion de la tradition, contre la famille ouvrière urbaine, déstructurée et donc dangereuse à ses yeux. Longtemps, nos magistrats palois eurent eux aussi une vision sélective de l'usage rural, en faisant un usage en réalité politique. La coutume fut de fait un rempart du conservatisme social pendant près d'un siècle. Aujourd'hui, elle serait devenue l'un des moyens de consolider l'élevage de montagne en adaptant l'héritage collectif basque et béarnais à la modernité agro-pastorale. Les hauts magistrats palois se font ensemble conseillers pastoraux, ou du moins jouent les médiateurs entre d'anciens propriétaires qui s'accrochent à une coutume vivante mais inadaptée, et des éleveurs actifs et désireux de faire évoluer les structures juridiques du pastoralisme. Cette position prudente et de bon sens évite d'avoir à trancher sur l'épineuse question de l'origine de la coutume, coupant court aux revendications identitaires, notamment basquisantes. Car, relevait le professeur de droit Michel Niaille, on définit la coutume par ses effets pour éviter de préciser ses causes. La paix sociale, engendrée par le respect de la coutume, prouverait l'adéquation de celle-ci aux besoins sociaux du groupe. On reviendrait ainsi, par un clin d'œil de l'histoire, à l'aspect conciliatoire de la coutume qu'avaient aperçu les hauts magistrats palois et Leplé à la fin du XIXe siècle, cette fois-ci au bénéfice de l'économie et non de l'ordre. Thémis, la déesse de la justice, se serait-elle faite ingénieure agronome. Ben voilà pour cet article assez long, mais je pense qu'on ne peut pas faire plus complet en la matière. Je prends un petit peu d'eau. Franchement, intéressant. L'article a rempli les promesses que je m'étais fixées sur cette confrontation et je trouve que ça finit bien. En fait, cette confrontation entre les usages ruraux et les privilèges qui y sont attachés. On a vu ça quand même en toile de fond. Et le droit positif avec également des privilèges attachés au code civil, sur la propriété, etc. Et comment est-ce qu'on en arrive à une forme finalement de bonne intelligence et qui fait qu'aujourd'hui, la Cour d'appel de Pau est réputée pour être une spécialiste des usages locaux. Je trouvais ça quand même franchement intéressant. Et voilà, donc c'est sympa des fois de faire entre guillemets du grand droit, mais c'est aussi sympa de faire de la petite histoire du droit, et notamment par ceux qui la font, par le corps de la magistrature face aux différents climats paysans, sociaux, qui ont pu justement animer leur siècle. Voilà pour cet article-là. Je reste évidemment à votre disposition pour qu'on en papote, que ce soit
sur la messagerie du live ou en commentaire sous ce podcast-là. Je vais l'envoyer, cette petite lecture, à quelques amis, avocats, confrères et consoeurs de la Dour et du pays de Pau, voilà, du Béarn. Qu'est-ce qu'ils pourront en dire? Ça sera intéressant. La semaine prochaine, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va continuer ce qu'on avait initié il y a maintenant 2 semaines, les interviews. La semaine prochaine, du coup, on va interviewer un expert judiciaire. Voilà, il n'y aura pas d'article à lire. Moi, j'ai beaucoup lu pour ce lundi, mais la prochaine fois, on va surtout tchatcher, on va causer avec un expert judiciaire qui n'est pas du tout de ma région. Il exerce à Metz et il est aussi expert au Luxembourg. Donc intéressant aussi de voir ce parcours de vie. Ça sera du coup pour lundi prochain. Pour lundi prochain. Et puis, nouvelle fois, vous le savez, je répète, cette série sur la Révolution qui va démarrer à partir du 7 mars. Voilà, encore quelques petits réglages, etc. avant de lancer tout ça. Mais j'ai vraiment hâte qu'on s'y plonge. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça. Moi, d'ici là, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain, midi 15, pour un nouveau live, un nouveau podcast. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Des bisous à vous tous.